Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Alors le sujet que vous vous proposez de nous dévoiler est un sujet qui est empreint de mystère puisqu'il s'agit de l'alchimie. Alors vous avez écrit un petit opuscule sur ce thème. Cet opuscule s'intitule « Alchimie de la matière à l'esprit ». Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à approfondir ce thème ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de traités, d'écrits sur l'alchimie. Souvent, ce sont des livres assez obscurs qui utilisent une phraséologie très complexe, qui déroutent le lecteur, qui souvent le découragent. Donc ce que je voulais faire très modestement, c'est donner quelques clés qui permettent d'appréhender ces écrits de façon à les actualiser également. Peut-être aussi de les démystifier. Alors dans mystifier, il y a mystère. Alors c'est vrai qu'il y a des petits mystères, entre guillemets, dont on s'entoure quand on n'y connaît pas grand-chose, souvent d'ailleurs. Mais il y a aussi le vrai mystère. Le vrai mystère, c'est quoi ? C'est celui que l'on découvre par soi-même et que d'ailleurs on ne peut pas vraiment communiquer à travers des écrits. Donc celui-là, on ne pourra pas le mettre dans un livre. Par contre, peut-être qu'on pourra suggérer un certain nombre de choses et inviter à faire soi-même l'expérience de ce mystère. Voilà peut-être pourquoi je me suis lancé dans ce petit opuscule sur l'alchimie. Alors pourquoi parler d'alchimie aujourd'hui, à notre époque ? Alors si vous voulez, l'alchimie c'est pas qu'une science du passé. On peut dire qu'elle s'applique encore aujourd'hui à tous les domaines de la vie en fait. Pour comprendre un petit peu, la base et l'objectif premier de l'alchimie, c'est la purification. L'évolution et la purification des choses, du vivant, du créé. Et dans un deuxième temps seulement, c'est aussi l'art de la transmutation. Mais ce n'est pas le principal. Alors quand on parle de purifier, eh bien, il s'agit pour l'alchimiste en fait d'aider la nature dans ses propres voies, parce que la nature est intrinsèquement évolutive. Donc on va s'appuyer sur les ressources même de la nature, et on va simplement l'aider comme un jardinier aide ses plantes à grandir. Et cette purification, elle s'applique dans les trois règnes, donc minéral, animal, végétal, et même d'un point de vue plus spirituel, et c'est peut-être la partie qui est la plus intéressante pour les lecteurs contemporains. Alors dans le règne minéral, par exemple, on peut citer le diamant, qui se forme à partir du carbone, donc au terme d'une très très lente évolution, sachant d'ailleurs que le carbone c'est le constituant principal de la vie sur Terre. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'analogies. Pour résumer, si vous voulez, on peut dire que l'alchimie permet de passer du matérialisme au spiritualisme, ou plus exactement, elle spiritualise la matière et elle matérialise l'esprit. Alors pour nous situer, pour mieux cerner le sujet, que connaissons-nous des origines de l'alchimie et de ses formes modernes ? L'alchimie occidentale, elle trouve ses origines dans l'Égypte, plus exactement l'Égypte hellénistique du 1er siècle. Elle s'est ensuite transmise aux Arabes, qui ont laissé d'ailleurs des noms d'auteurs très importants, comme Djeber, Rhazès, etc. En fait, elle ne s'est développée en Europe qu'assez tardivement, dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, on va dire le XIIIe siècle à peu près, à partir d'ailleurs des croisades. C'est pour ça qu'on a importé en fait la connaissance transmise par les Arabes. Certains disent que les Templiers, notamment, ont eu un rôle important à jouer dans cette transmission. Parmi les grands alchimistes européens, on peut citer par exemple Roger Bacon, qui a notamment développé l'aspect plus spécifiquement médical de l'alchimie, ce qu'on appelle l'alspagirie parfois. C'était déjà à l'époque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte de médecine énergétique globale qui cherche l'unité corps-esprit. Alors jusqu'au début du XVIIe siècle, il faut bien comprendre que l'alchimie était encore une science de pointe, un petit peu l'équivalent de la physique quantique aujourd'hui. D'ailleurs, les plus grands savants s'y sont intéressés, notamment Newton, dont on sait très bien aujourd'hui qu'il a consacré plus de temps à l'alchimie qu'à ses travaux sur la gravitation universelle.
Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent et qui étudient l'alchimie. Il y a des universitaires, des chercheurs, des sociologues, des chercheurs en sciences également. Et puis également des praticiens qui la plupart du temps se sont un petit peu formés sur le tas et qui expérimentent très clairement avec des procédés qui sont assez semblables avec ceux de l'alchimie traditionnelle. Ça a donné d'ailleurs des remèdes qui existent. Par exemple, chacun connaît les huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles sont fabriquées avec des techniques typiquement alchimiques, même si c'est pas le grand œuvre, naturellement. Mais on pourrait citer également des produits, des compléments alimentaires, des sels minéraux par exemple, des choses comme ça, qui sont tout à fait dans la droite ligne des travaux alchimiques. Après, ce qui intéresse davantage les lecteurs contemporains, je pense que c'est quand même l'alchimie spirituelle. C'est celle que j'ai vraiment essayé de développer davantage dans ce petit livre. Vous indiquez que si 4 éléments suffisent à définir la nature, ils sont insuffisants pour rendre compte de son évolution. Et vous faites appel à 3 principes créateurs. Est-ce que vous pouvez satisfaire notre curiosité à ce sujet? On va essayer. Alors, les 4 éléments, effectivement, décrivent plutôt la structure de la matière, alors que les principes rendent compte davantage de son évolution. Alors, les quatre éléments sont bien connus. C'est la terre, donc qui décrit plutôt la solidité des choses. L'eau, comme son nom l'indique, c'est plutôt la fluidité, c'est le caractère des éléments fluides. L'air, c'est à la fois l'aérien et le mobile, tout ce qui souffle. Et puis le feu, c'est l'énergie, et notamment l'énergie vitale ou l'énergie tout à fait concrète, calorifique. Donc ça, c'est pour la description du créé, en quelque sorte. Cette classification, elle a été utilisée par tous les auteurs classiques depuis l'Antiquité. On l'attribue généralement à Empédocle. En tout cas, c'est le premier à en avoir véritablement parlé. Alors, les 3 principes qui sont plus spécifiquement alchimiques, donc c'est le sel, le soufre, le mercure. Alors, le sel, c'est un petit peu la manifestation physique et solide de la matière. Le soufre, c'est la partie combustible, igné, comme on dit parfois, donc caractéristique du feu vital, ou du feu secret aussi. Et puis le mercure, c'est la partie la plus subtile et la plus spirituelle, en fait, que l'on trouve dans la matière comme dans l'être humain. Et c'est le fameux Paracels qui a beaucoup écrit sur le sujet de ces trois principes, parce qu'il a rejeté en fait la physique d'Aristote, et notamment la prééminence des 4 éléments. Donc lui, il a dit non, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus dynamique, à la fois dans la matière et dans l'être humain. C'est d'ailleurs lui qui a introduit la notion de sel. Avant, on parlait surtout de soufre et de mercure. Voilà, donc c'est pour dire un mot sur Paracels. Paracels était vraiment un des premiers grands expérimentateurs. Il a vraiment voulu dépasser les écrits et dire finalement la véritable nature des choses, on va la trouver à travers l'expérience réelle, concrète, à travers la matière. On va lire le livre de la nature, si vous préférez. Abordons plus précisément, si vous le voulez bien, l'alchimie en tant que travail sur la matière. Et comme vous le proposez dans votre ouvrage, pénétrons dans l'antre sulfureux du vénérable adepte de l'art d'Hermès. Alors, que se dissimule-t-il derrière les grandes étapes du travail alchimique qui sont décrites dans les traités, ces fameuses œuvres au noir, au blanc, au rouge? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans tous les traités d'alchimie, plus ou moins bien décrits, mais en gros, l'œuvre au noir, c'est la partie qui consiste à décomposer la matière et à la séparer dans ses principes ultimes, donc les fameux soufre, mercure, sel. Ça, c'est donc la première étape, en fait. Ensuite, l'œuvre au blanc, c'est la purification de chacun de ces 3 principes une fois séparés. Et puis l'œuvre au rouge, ça consiste à la réunification de ces principes une fois purifiés, et puis, mais encore une fois de façon quasi accessoire, la transmutation, qui est en fait un test pour l'alchimiste, la transmutation d'une matière en une autre.
grâce à la pierre que l'on aura obtenue à travers ces trois étapes. Les anciens résumaient en fait toutes ces trois œuvres par le solve et coagula. Solve et coagula, ça veut dire sépare et réunit. Alors le mode opératoire proprement dit, il va dépendre en fait beaucoup de la matière qu'on utilise. Ça ne sera pas la même chose entre une plante, un minéral, un sel, etc. Mais ce qui unit toutes ces techniques de laboratoire, c'est l'application de grands symboles. Donc le symbolisme est absolument crucial dans l'étude de l'alchimie. On va décliner ces symboles par la loi de l'analogie. Il faut bien comprendre que l'alchimie, comme toutes les sciences traditionnelles, repose sur l'analogie et non pas sur le raisonnement analytique ou la causalité, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui dans la science contemporaine en fait. Donc on va décliner tous ces grands principes et tous ces symboles à travers des analogies pour obtenir des procédés de laboratoire, mais dans un deuxième temps seulement. Tout le reste donc n'est qu'adaptation. Et vous pourriez nous donner un exemple de ce raisonnement par analogie ? Eh bien, on pourrait prendre un exemple de symbole que l'on retrouve dans les gravures anciennes, comme les aigles, par exemple. L'aigle, c'est un symbole aérien, naturellement, dynamique, mais ça peut représenter, je dis bien que ça peut représenter, dans certains cas, pour l'alchimiste, la distillation. C'est-à-dire que faire des aigles, pour l'alchimiste, ça va être faire chauffer concrètement un liquide dans un athanor ou dans un distillateur, on dirait en termes modernes, et cette vapeur qui va s'élever, ce sont les aigles qui s'envolent. Alors, nous avons bien compris que l'alchimie agit sur l'ensemble des manifestations, du minéral à la spiritualité la plus subtile. Mais quel sens est-il encore possible, si cela est possible, de donner à cet art ? J'utiliserai encore un symbole et une analogie pour vous répondre. On peut ajouter à tout ce que je viens de dire que finalement, la lumière principe, c'est en fait la pierre philosophale. D'ailleurs, les anciens Rose-Croix s'y référaient. C'était la lampe éternelle des Rose-Croix. Accéder à cette lumière au plus profond de soi, c'est ce que les anciens appelaient extraire la matière de la mine. C'est en fait le connais-toi toi-même, tout simplement. Et donc cette pierre philosophale, c'est ce qu'il y a de plus caché au fond de nous. Et cette lumière, elle peut être bien sûr interprétée différemment, selon chacun. On pourrait aussi l'exprimer sous forme d'un principe d'unité, avec un grand U. Accéder à cette unité, finalement, c'est dépasser nos conflits intérieurs, nos contradictions, nos névroses, diraient les psychologues. D'ailleurs, c'est un peu aussi un principe qu'on peut utiliser en psychothérapie, mais qui peut s'appliquer à tout le monde. Voilà. C'est une façon de revenir à l'unité essentielle de toute chose en dépassant nos conflits. Alors, comme vous venez de nous le suggérer, la psychologie moderne revisite en quelque sorte les textes alchimiques. Et j'aimerais savoir si cela est susceptible de nous enrichir à la fois individuellement et puis peut-être d'une manière plus collective. Oui, on peut dresser des analogies à l'infini et physiologiquement, on va dire. On peut dire que déjà le sel, c'est notre corps physique, le soufre, notre corps psychique ou émotionnel, et puis le mercure, c'est plus notre nature, donc spirituelle. Ce mercure est passionnant parce que finalement c'est notre principe ultime si l'on est spiritualiste. C'est ce qui nous unit également aux autres êtres et à l'univers, pourrait-on dire. On parle d'ailleurs de conscience unifiée ou de conscience cosmique parfois. Ce n'est pas simplement un article de foi, ce à quoi je fais allusion. C'est aussi quelque chose qui a été étudié par des scientifiques. On parle parfois de conscience océanique. Donc ce n'est pas uniquement religieux ou mystique. Les scientifiques, notamment à travers les neurosciences, ont pu identifier certaines caractéristiques de cette conscience particulière.
Par exemple, les ondes cérébrales lentes, alpha, θ, l'activation du lobe temporal droit, l'hyperconnexion des différentes zones cérébrales, etc. C'est un domaine de recherche absolument passionnant. Alors évidemment, vous allez me dire, ça, on s'éloigne un peu de l'alchimie, mais non, puisque en fait, à travers ces symboles et à travers ces principes, encore une fois, l'alchimiste cherche à retrouver cette unité par des moyens originaux, c'est certain. Alors, est-ce qu'on peut appliquer tous les principes que vous venez de décrire à un parcours de soins, par exemple à une psychothérapie? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, on peut considérer que cette forme particulière d'alchimie spirituelle, cette voie interne, comme on l'appelle parfois, reprend les trois grandes étapes du processus alchimique. Donc l'œuvre au noir, alors là, il s'agit d'une remise en question, souvent profonde, parfois douloureuse, de nos fausses certitudes, de nos fausses croyances. On peut même avoir l'impression d'avoir perdu son temps, hein, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui est assez douloureux, mais qui est absolument indispensable. On ne peut pas, je pense, progresser sur une voie de bien-être aussi bien que d'éveil spirituel sans cette nécessaire remise en question. Ensuite, il y a l'œuvre au blanc. Alors l'œuvre au blanc, c'est plus là, effectivement, vous vous souvenez, hein, la purification. Alors la purification, c'est quoi? C'est simplement, je pense, dans un premier temps, à travers des exercices de type méditation, hein, c'est être totalement lucide et conscient, observer véritablement ce qui se passe en termes de pensée et en termes d'émotion également. Voir, être le spectateur de ses propres processus mentaux. C'est vraiment une étape de prise de conscience. Et puis la troisième étape, l'œuvre rouge, hein, donc là on est dans le feu de l'action, entre guillemets. Il va falloir mettre en place des stratégies et des actions pour aller dans le sens du bien, entre guillemets, ou aller dans le sens de ce qui est bien pour nous en tout cas. Conformément à nos besoins, et pas les besoins qu'on a intégrés à travers l'éducation, la société, etc. Rechercher vraiment ce qui est utile pour nous et avancer dans cette voie. Par des moyens très concrets, bien sûr, que la vie nous offre, et puis aussi par l'exercice de l'imagination créatrice. Et là, c'est plus effectivement du ressort de l'alchimie spirituelle. On va visualiser, on va imaginer et on va créer un univers mental qui est le prototype de ce qui va véritablement se réaliser dans le meilleur des cas, bien sûr. Alors à travers ce que vous nous dites, on comprend qu'il n'existe pas de recette toute faite, mais vous écrivez qu'il est quand même possible de s'orienter grâce à la lumière toujours présente. Alors la question qui me vient, c'est quels sont les éléments qui sont à la disposition du chercheur spirituel? Oui, alors effectivement, vous vous référez à la lumière. Alors déjà dans un sens tout à fait concret, hein, il faut savoir, et ça on le sait peu en général, c'est que les alchimistes se sont intéressés de très près aux caractéristiques de cette lumière physique. Je parlais de Newton tout à l'heure. Newton qui a décomposé la lumière en spectres utilisait des principes typiquement alchimiques. Et certaines expériences de laboratoire alchimiques utilisent la lumière, généralement focalisée à travers une lentille d'ailleurs, pour réveiller le feu secret de la matière. Donc vous voyez que la lumière, elle s'applique de façon tout à fait concrète. Après, il y a bien sûr la lumière spirituelle, hein, c'est celle peut-être qui nous intéresse le plus ici. Alors, qu'est-ce que cette lumière finalement? C'est cette clarté intérieure. On peut aussi parler de maître intérieur, hein, dans de nombreuses traditions, c'est ce qu'on fait, qui va nous indiquer la route, le chemin, cette lumière qui va nous guider. Et puis, bien sûr, il va y avoir ces fameuses étapes, ces trois étapes, œuvre au noir, œuvre au blanc, œuvre au rouge, qui vont nous servir, alors pas de façon linéaire, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'une fois qu'on sera passé par l'étape numéro 1, numéro 2, numéro 3, on va, ça y est, arriver à résoudre tous nos problèmes, ça serait trop simple et trop beau. On va souvent repasser par les mêmes étapes, mais à chaque fois qu'on repassera par ces étapes, on en aura une compréhension améliorée. Et c'est ça qui rend la chose passionnante, c'est-à-dire que cette évolution ne se fait pas en cercle, ou encore moins en ligne droite, mais plutôt en spirale, c'est-à-dire que l'on va avoir toujours plus de hauteur de vue par rapport à cette évolution. Le processus alchimique, c'est ça aussi. Dans notre vie, c'est être capable et être suffisamment humble
pour pouvoir repasser par des étapes qu'on croyait peut-être acquises, mais qui ne le sont pas tant que ça. Alors l'objet de votre propos, est-ce que ce n'est pas finalement celui de la liberté, mais une liberté qui est faite de discernement, de solidarité et de responsabilité? Eh bien, je ne pourrais pas mieux dire. Les alchimistes étaient des hommes libres. Ils voulaient se libérer du carcan des vérités toutes faites, la physique d'Aristote, les dogmes religieux. Ils ont voulu expérimenter, voir par eux-mêmes ce qui se passait dans le grand livre de la nature, comme ils disaient. Ils faisaient confiance qu'à cette réalité-là, et pas à une autorité quelconque. Donc là, voilà cette liberté que nous propose l'alchimie. Alors ces alchimistes, ils étaient solidaires aussi, c'est vrai. On a souvent l'image de l'alchimiste solitaire au fond de sa cave, mais une partie du travail était sans doute solitaire, mais il faut savoir que les alchimistes se réunissaient, communiquaient les résultats de leurs recherches. Et puis la responsabilité, c'est la responsabilité du chercheur, c'est de rendre compte des résultats de ses travaux et puis d'enseigner. Enseigner notamment aux jeunes générations. Enseigner qu'il y a une autre voie que celle qu'on leur propose ordinairement. Une autre réalité plus satisfaisante. On le voit bien à travers la crise que l'on traverse aujourd'hui. Il y a une perte de sens, une perte de repères, parce que ces anciens repères sont devenus caducs pour la plupart. C'est une évidence. Donc il faut réinventer quelque chose. Et moi je pense que ces arts traditionnels, ces sciences traditionnelles, et parmi lesquelles l'alchimie, proposent quelque chose de très constructif à travers une voie originale. Je parlais tout à l'heure de l'analogie. Eh bien oui, la voie de l'analogie qui est aussi la voie de la poésie. Il y a une poétique alchimique qui doit nous aider à voir plus loin et plus beau, je dirais, que le monde qu'on nous propose aujourd'hui. Eh bien, c'est sur ces notes très optimistes que je vous propose de conclure cet entretien consacré à l'alchimie. Et merci beaucoup, Philippe Laurent. Merci à vous.